La vie, c'est un labyrinthe. Il y a des détours. Des fois, tu reviens sur place. Des fois, il y a des monstres. C'est quoi ce monstre-là? Comment tu peux y faire face? Finalement, tu te rends compte que le monstre, ben, il était pas si épeurant que ça. Bienvenue à toi et merci de nous rejoindre pour ce deuxième épisode de Viens réinventer le monde. Ici, on refait le monde et on remet tout en question pour vivre autrement. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Fortier qui a accepté d'être mon invitée pour te parler du projet Ego Eco qu'elle a créé et de son cheminement pour réinventer ce monde vers plus de liens, de connexion et de créativité. Salut Isabelle. Salut! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté de mon invitation. Vraiment, beaucoup de gratitude de prendre du temps avec toi pour parler de tous tes projets, de ton parcours. Et donc, cool. Ben, merci. Est-ce que tu peux te présenter puis nous parler un peu du projet que tu as créé, mais surtout ton parcours, comment tout ça a commencé et d'où t'es partie finalement On se demande toujours où commencer le parcours, hein? Ouais, c'est ça. Le chemin d'une vie aussi, hein? Ouais. Disons, moi, depuis que j'étais jeune, je me souviens que je travaillais, je veux dire, même quand j'étais jeune, j'allais dans les camps de vacances avec ma famille. Ouais. Et puis, je me souviens que j'adorais être en nature, mais une autre chose que j'adorais au camp de vacances, c'est les jeux coopératifs, puis les moments d'échange suite aux activités, en cercle, en groupe, tu sais. Qu'est-ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé, tu sais. Fait que j'étais toute jeune, puis déjà, c'était le lien qui m'intéressait. Ouais. Tu sais, le vrai, tu sais, le moment d'être ensemble, en cercle. Tu sais, on pas dans des espaces de compétition, des espaces de collaboration. Et puis, j'ai continué mon chemin, puis, rendu au secondaire, quand je cherchais que j'allais faire, je me souviens, une seule chose que je savais de clair, tu sais, c'était, je voulais que mon emploi soit créatif. Puis moi, l'art, ça faisait pas tant partie de ma famille, tu sais, je connaissais pas tant le domaine artistique. Mais ma soeur étudiait en éducation à la petite enfance, puis elle m'a fait visiter son CPE. Puis là, j'ai vu le monde créatif là-bas. Donc, ça a été mon premier diplôme en éducation à la petite enfance. Puis, je dirais que c'était extraordinaire parce que dans ce métier-là, on apprend par le jeu. Donc, comment, tu sais, c'est une pédagogie par le jeu. N'est-ce pas extraordinaire? Puis aujourd'hui, c'est encore ça que je fais à travers Ego Eco parce que là, j'utilise le théâtre, l'art comme un outil de changement social. Donc, on n'est pas loin de ma première formation. Et tu avais déjà ces réflexions-là de créativité, de faire quelque chose de créatif, c'est déjà en toi, en fait. Ouais, c'était en moi depuis le début, c'était clair, tu sais. Puis là, par la suite, je suis partie... j'ai eu la chance de faire un stage en coopération internationale, tu sais. J'avais fait 2 ans de DEC, puis il me restait 1 an, mais j'ai fait une pause. Je suis allée en Afrique de l'Ouest, puis au Burkina Faso. Alors, et là, j'ai justement fait du théâtre d'intervention là-bas. J'avais jamais étudié là-dedans, mais comme j'avais étudié en... Tu sais, comme apprendre par le jeu, je me retrouvais en Afrique, ça devenait clair que si je voulais communiquer avec eux, il fallait que je passe par le jeu, par le théâtre. Fait qu'on avait créé 2 pièces de théâtre interactives avec les enfants. Ça existait déjà là-bas ou Non, on a créé ça avec les participants du groupe avec qui j'étais là-bas. Tu sais, c'était des Burkinabés et des Canadiens. Et puis on a comme créé 2 pièces de théâtre. Puis là, ça a été extraordinaire. Les profs de là-bas étaient vraiment subjugués par ce qu'on avait fait. On était allés présenter dans un congrès de professeurs notre méthode pédagogique. Fait que c'était comme là, j'étais même pas formée à l'époque, mais ça venait tout seul. Moi, je trouve ça le fun de vous raconter ça aujourd'hui parce que c'est comme si, à quelque part, tu sais, nos dons intérieurs, c'est comme si on sait déjà. Tu sais, par la suite, je veux dire, plus tard, là, j'ai fait un bac en théâtre d'intervention, mais regarde, j'avais 19 ans, j'étais en Afrique de l'Ouest et j'en faisais. Ça a commencé là, sans même savoir que je faisais, mais juste naturellement, quand on est sensible, puis qu'on écoute à l'intérieur ce qui vient, on le fait, fait déjà, c'est notre nature, tu sais. Moi, je pense ça aussi. Ouais.
Là, je suis revenue finir mon diplôme en CPE, en éducation à la petite enfance. J'ai travaillé pas mal en CPE, mais toujours en remplacement. Je jumelais comme, tu sais, comme remplacement en CPE et voyage. J'ai vraiment beaucoup voyagé, plusieurs mois chaque fois. Puis, mais c'est sûr qu'après un voyage comme ça en Afrique de l'Ouest, j'étais comme, OK, moi, je peux pas passer ma vie comme éducatrice dans une garderie. Je trouvais ça trop petit. Tu sais, je suis comme, oh non, ça me prend, il faut que ce soit plus large. Fait que je suis allée étudier en coopération internationale. Ouais. Mais là, j'ai comme été témoin de tous les enjeux politiques, toutes les difficultés de la coopération internationale, le manque d'implication, tu sais, des gens qui sont impliqués là, sur place, là, que les coopérants y arrivent, ils ont leurs idées de projet, ça fonctionne tant que le coopérant est là, mais la majorité des projets, quand les coopérants sortent, les projets tombent parce que ça vient pas du peuple, ça vient de l'extérieur, fait que ça tient pas. Je suis revenue découragée, je dis ouais, ok. Parce que c'est souvent organisé, pas forcément par des organisations sur le territoire, mais plus amené par des projets de pays comme le Canada, par exemple, ou d'autres pays. C'est ça. Puis là, tu sais, mais moi, j'avais étudié en coopération interculturelle au cégep de Rivière-du-Loup. Mm-hmm. Et par chance, à ce cégep-là, c'est pour des gens qui ont déjà une formation, soit un deck technique ou un bac complété. Puis justement, on nous enseigne vraiment l'écoute des gens de là-bas, tu sais, pour se décentrer, tu sais, on est, sortir de l'ethnocentrisme, essayer de voir puis comprendre avec le regard des gens du pays dans lequel on s'en va travailler, puis essayer vraiment de créer les projets avec eux, pour eux, tu sais. Ouais. Alors, par eux, puis qu'on soit juste un aide, tu sais, pour soutenir un élan qui soit... Facilite le projet, quoi. Ouais, un facilitateur, fait que c'est sûr que moi, j'ai adoré cette formation-là à Rivière-du-Loup. Je suis revenue tout de même découragée de la coopération internationale. Moi, j'avais pas le goût qu'entre moi et l'autre, il y ait l'argent. Puis déjà là, à ce moment-là, j'ai 22 ans, puis là, je voyais qu'en coopération internationale, les gens, des pays en voie de développement, savent que t'es le coopérant, puis t'as de l'argent, t'as des moyens. Puis là, je voyais qu'on me regardait, puis qu'il y avait un signe de pièce entre moi et l'autre. Mm-hmm. Et ça m'intéressait pas, moi, ça. T'sais. Je voulais pas ce signe de pièce-là qui soit à la base de ma relation à l'autre. Fait que... Tu le sentais beaucoup dans les projets quand tu partais à l'étranger? Ouais, j'ai vraiment senti ça. Puis je disais, OK, ça peut pas être ça. Fait que je suis revenue. J'avais toujours rêvé d'aller en Inde. Quand j'étais partie en Afrique de l'Ouest, je voulais aller en Inde, mais j'étais avec Jeunesse Canada, on m'a envoyé au Burkina. Très belle découverte. Fait que là, je dis, OK, là, je m'en vais en Inde. Fait que... J'ai suivi un cours. J'ai dit, je peux pas comprendre l'Inde si je comprends pas l'hindouisme. J'ai suivi un cours d'hindouisme, puis là, le prof à l'époque, ben là, lui, il organisait un voyage d'études en Inde sur le pèlerinage. Et il m'a engagée comme responsable de groupe. Fait que j'ai aidé ce groupe-là à se mettre sur pied. J'étais responsable de la dynamique de groupe, de la formation pré-départ avec ce que je venais de faire. Ça a été extraordinaire, on a fait ça, puis ce que j'ai vécu en Inde, c'était tellement fort. Tu sais, je voyageais là, avec les pèlerins d'un lieu de pèlerinage à l'autre, des pèlerinages bouddhistes, sikhs, musulmans, hindous. C'était extraordinaire, c'était tellement riche puis fort. Ouais. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais avec toute cette émotion-là? Comment je peux la vivre, tu sais? Puis là, je réalisais que, tu sais, la créativité, ça me ramenait à la créativité. Je dis, moi, si je veux créer, tu sais, je veux dire, quand on a tellement d'émotions, ça prend une voie de sortie de l'émotion, qu'elle soit positive ou dite négative. Ça peut pas rester dans mon corps, il faut que ça sorte. Puis, fait que là, je me suis dit, OK, je veux devenir thérapeute par la danse. J'aimais beaucoup la danse. Puis je me suis mis à chercher les formations à mon retour, puis il n'y en avait pas au Québec. Je voulais pas nécessairement aller en France. Puis t'étais restée longtemps en Inde avant de revenir? Quand même 5 mois. OK. Inde et Népal, tu sais. OK. Fait que là, je me suis dit, OK, je veux une formation en thérapie par la danse. J'ai pas trouvé. Alors, j'ai trouvé thérapie psychocorporelle. Puis je me dis, c'est ce qui me rapproche le plus parce qu'on est dans le corps, tu sais, on est dans le lien corps-esprit. Ça va être mon véhicule. Fait que là, j'ai fait une formation de 4 ans, quand même 1500 heures, pour justement se reconnecter au corps, le corps comme notre outil, comme
comme ce véhicule qu'on emprunte, tu sais, le temps d'une vie, tu sais, qu'on se promène là-dedans, puis qui est notre guide souvent, tu sais, quand on est capable de l'écouter, ben, il est notre indicateur souvent, tu sais, à travers nos émotions, à travers nos douleurs, parfois des besoins non comblés. Ouais. Alors, Qu'est-ce qui a fait, je me demande qu'est-ce qui a fait cette prise de conscience-là chez toi en lien avec le corps, de vraiment prendre conscience que ça passait à un autre niveau finalement, que c'était... Est-ce que ta prise de conscience du corps, elle existait déjà avant ou après toutes ces expériences-là, finalement, t'en es arrivé? Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé à te dire, bah, je vais reprendre une formation de 4 ans, puis... ouais. Et ça... Ben, je pense que c'est vraiment la danse, tu sais, parce que j'avais quand même évolué à travers la danse. Ici à Montréal, il y a tellement de cours de danse qui amènent un cheminement de l'écoute de soi, tu sais. Quand tu es dans une danse authentique, une danse qui part vraiment de l'intérieur, ben, ce que tu trouves, c'est toi-même, tu sais, dans ton mouvement, dans cette danse-là où on rencontre l'autre. Donc, j'avais commencé à cheminer dans la danse. Puis ça m'avait ouvert tout un chemin très profond, je dirais même spirituel, à travers le mouvement. Fait que pour moi, c'était clair que c'était le chemin. Puis quand je suis allée en thérapie psychocorporelle, ben, je suis allée encore plus creux, parce que là, c'est tout, tu sais, toute notre psyché, comment qu'on est formé depuis 0,5 ans, qui crée un peu qui nous sommes. Ouais. Tu sais, nos premiers rapports au monde, qui deviennent des engrammes dans notre corps, dans notre psyché, puis comment revisiter ça dans le corps, comment on peut utiliser la respiration, le relâchement corporel. Ouais. Tu sais, vraiment, tu sais, le toucher. Tu sais, j'ai appris des touchés qui permettent vraiment de tu sais, travailler le lâcher-prise, l'abandon corporel, mais la sécurité de base aussi. Ouais. Tu sais, pour reprogrammer notre corps et notre esprit, c'est magnifique, là, ce que j'ai appris, là. Ouais. Ouais. Ça a changé ma vie, puis j'ai utilisé cet outil-là en bureau privé, mais aussi comme par la suite, j'étais animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. J'utilisais ça comme outil de base. Après, ça devient ton outil de base d'intervention. C'est notre outil de base en tant qu'être humain. On peut pas le délaisser, tu sais. Ça a changé quoi pour toi dans ton regard sur la vie, dans ton rapport au corps à toi, à ton propre corps? Ben... Je pense que c'est que ça m'a ramené à l'essentiel, hein, que tu sais, si on veut avancer dans la vie, si on veut se déployer, si on veut s'accomplir, ben, il faut d'abord se rencontrer soi-même, puis il faut prendre le temps de s'arrêter, puis se ressentir. Puis quand on se ressent, ben là, effectivement, on va trouver aussi des parties de nous blessées. Puis ça nous amène à dire, OK, ben comment je peux prendre soin de ces parties blessées-là? Comment que je peux aller soigner ces blessures-là? Aller, tu sais, comme pardonner ceux qui m'ont blessé, me pardonner à moi-même. Tu sais, pour faire le nettoyage, pour être de plus en plus en paix avec soi-même. Puis c'est lorsqu'on est en paix avec nous-mêmes qu'on peut avancer, puis qu'on peut vraiment apporter cette contribution-là, ce don-là qu'on a pour le monde. Parce que si je suis prise au piège de toutes mes douleurs, de toute ma vie que j'ai refoulée, ben tu sais, voyons, ça bloque, je veux avancer, j'y arrive pas, ben c'est quoi ces conditionnements-là que je porte encore, qui sont plus actuels, tu sais, en thérapie psychocorporelle, je me souviens, tu sais, à un moment donné, on avait dit, tu sais, c'est comme fonctionner avec un Windows 97, là, tu sais, ben ça va bugger, là. Tu sais, comment on peut, tu sais, comme refresh le programme. Peut-être que tu peux te trimballer avec un Windows 97 pendant des années. C'est ça, pendant une vie. Fait que c'est sûr que ça va pas rouler vite puis bien, là. Fait que comment tu sais, vraiment upgrader le système, mais tu sais, il faut soigner, faut soigner les blessures, faut pardonner, faut accepter, tu sais, ce qu'on ne peut changer, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça que j'ai appris à travers ça, puis ça amène beaucoup l'amour de soi aussi, tu sais. Tu sais, sans l'amour de soi, on va pas loin, tu sais, parce que pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Tu sais, sinon on projette, hein, tu sais. Tu sais, la façon de voir la vie, ben, tu sais, c'est notre regard, c'est notre façon d'être au monde, hein, quand on va voir le monde à partir de comment qu'on se situe face à soi-même aussi, puis...
Fait que ça a été comme extraordinaire comme formation. Je vais tellement être reconnaissante toute ma vie, tu sais, parce que c'était à la fois un chemin thérapeutique pour moi-même, accompagné dans un groupe, tu sais, on faisait un cheminement de groupe là-dedans, puis soutenu par des études théoriques. Fait que, tu sais, c'était la théorie, la pratique, le chemin avec soi. Quand tu vois l'autre aussi, tu sais, quand la théorie, elle fait sens dans ton collègue, tu sais, dans des espaces de très grande vulnérabilité, comme, OK, voilà, c'est ça son enjeu à lui, puis que l'accompagner pour cheminer là-dedans aussi, tu sais, on se soutenait mutuellement pour cheminer. C'est extraordinaire. Ouais. Pour moi, j'étais vraiment, tu sais, j'étais comme, OK, là, tu sais, parce que moi, comme je disais, hein, depuis tout petite, j'aime le vrai. J'aime qu'on s'arrête ensemble puis qu'on relise, tu sais, parce que si on veut grandir, il faut s'arrêter puis il faut relire notre histoire. Il faut relire, tu sais, tu fais une activité bien simple. Si tu ne relis pas, ben, tu sais, t'as fait du canot, tu sais, t'es allé sur une rivière, t'as fait du canot. Si tu relis pas l'expérience, hey, c'était cool, on avait du fun. Mais si tu relis l'expérience, tout d'un coup, toutes les analogies entre la vie, le canot, la pagaie, tu sais, quel enseignement qu'on peut retirer de ça? Mon attitude devant l'épreuve, l'attitude de l'autre, tu sais, je veux dire, là, tout d'un coup, t'as tous les cadeaux, tu sais. Ouais. Mais la relecture, si ça fait pas, ben, t'avances moins consciente, tu sais. Fait que je pense que la thérapie, c'est ce que ça permet aussi de faire une relecture de sa vie, tu sais. Quand tu dis tantôt, depuis toute petite, j'étais dans le vrai, est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu as des souvenirs de quand tu étais petite où tu cherchais ça? Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, mes plus beaux souvenirs de famille aussi, c'est les moments où on est assis à la table, tout le monde en cercle, puis que ma mère puis mon père, ils prennent le temps de « OK, ça va pas bien, on va se parler », tu sais. Mais j'ai des grands souvenirs de ça, comme pour moi, c'est délicieux, tu sais. C'est comme, ouais, c'est ça, tu sais, je savais que c'était ça, tu sais. Tu sentais qu'il y avait vraiment un espace d'écoute pour ce que tu pouvais vivre? Oui, exactement. Quand j'ai fait justement Jeunesse Canada Monde, mon premier voyage en Afrique, ce que j'aimais, c'est tous les moments de relecture. Parce que c'était mes premiers moments aussi où je conscientisais à quel point on vit une expérience, mais on la relie ensemble, puis on s'écoute les uns les autres. Puis tu sais, la curiosité d'entendre l'expérience de l'autre versus la mienne, tu sais, déjà là, c'était comme très, très riche, tu sais. Ouais. Fait que ça a tout le temps été, là. Puis moi, je pense que récemment, j'ai réalisé que mon chemin, c'est un chemin de cœur, tu sais. Puis j'ai fait des études, chaque étude, tu sais, chaque domaine d'études que j'ai parcouru, tu sais, c'était des études de cœur, tu sais, l'éducation de la petite enfance, c'est comment éduquer avec soin, avec bienveillance, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est extraordinaire comme étude que j'ai pu faire, tu sais, parce que c'est quoi le terreau fertile, c'est quoi toute la nourriture que tu peux donner à un jeune enfant pour qu'il se développe et qu'il puisse s'épanouir. C'est ça qu'on apprend, tu sais, en petite enfance. Après, coopération internationale, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est quand même, tu sais, on veut faire le bien, on veut aller aider, on veut donner. Comment le faire? Là, je suis en interculturel. Comment le faire en respectant l'autre, sa culture, ses besoins? C'est ça que j'ai appris. Après, thérapie psychocorporelle, tu sais, c'est comme, wow, OK, tu sais. Je veux dire, écouter l'autre dans sa profondeur, dans sa blessure, l'aimer là-dedans, le reconnaître là-dedans, l'aider à le transcender, tu sais. C'est extraordinaire. Puis là, ça, ben, ça m'a amené à étudier, parce que je me dis, OK, thérapie psychocorporelle, on me dit, OK, il faut faire vivre l'émotion à la personne qui chemine, tu sais, comme s'il y a de la colère à vivre, fais-y serrer les poings, fais-y serrer les dents, fais-y, tu sais, fais-y sortir les yeux, fais-y frapper sur le coussin. Je dis, OK, moi, je comprends, c'est hyper important. Je veux dire, c'est pas intellectuellement là, que tu vas processer tes blessures refoulées. Il faut que ça passe par... Que tu les vives corporellement. Ben oui, c'est ça. Il faut que ça sorte, tu sais, c'est refoulé. Alors, je dis, ouais, mais il me semble que c'est pas facile pour tout le monde. Il me semble que ça prend un prétexte. Puis à l'époque, je faisais déjà du conte. Fait que je dis, OK, je vais aller faire théâtre d'intervention. J'avais pas trouvé thérapie par la danse, mais là, je savais qu'il y avait, tu sais, théâtre d'intervention. C'était à Concordia, ça s'appelait Development Theater, théâtre pour le développement personnel et social, qui pouvait mener sur une maîtrise en thérapie par le théâtre.
J'ai dit, voilà, je continue là. Puis j'ai dit, là, si vous me l'avoir, mon prétexte. Puis tu sais, en théâtre, c'est les mêmes outils qu'on apprend qu'en thérapie psychocorporelle. Mais c'est à quelle finalité? Parce que c'est ça qu'on apprend aussi en thérapie, tu sais, en théâtre. Tu sais, c'est comme, OK, je vais me grounder, je vais me connecter, je vais développer ma présence, je vais vraiment écouter l'autre. Quand l'autre me donne ma ligne, comment ça résonne en moi, comme si c'était la première fois que je l'écoutais. Pour que ma réplique soit vraie, soit réelle. Comment je vais utiliser ma respiration, comment je vais utiliser ma voix. Mais tu sais, c'est comment que justement... tu sais, jouer les personnages, mais comment notre vie, c'en est une grande pièce de théâtre. C'est quoi, à quel jeu je joue? Quel personnage me donne, tu sais? Tu sais, les analogies sont extraordinaires. Ouais, vraiment intéressant, c'est sûr, c'est sûr. C'est... Il y a quelque chose de relaxant aussi là-dedans, de te dire finalement, bon, bah, arrête de te prendre au sérieux. Je veux dire, on est là pour jouer finalement. C'est un grand jeu. C'est ça, tu sais. Puis là, quel jeu que je joue, tu sais. C'est-à-dire que là, je joue-tu à la victime? OK, je pourrais peut-être choisir un autre rôle, tu sais. Pas obligé de rester dans ce rôle-là. Quand que je suis petite, ma famille, elle m'a donné un rôle, tu sais. Ah, toi, t'es la petite fille sage, tu sais. Ah, toi, t'es la petite délinquante. Ah, toi, t'es, tu sais... Toi, t'es la généreuse. Mais là, t'es pognée avec le chandail. Moi, je fais ça de même parce que je suis comme... Tu sais, comme les chandails qu'on met. Mais le chandail, là, tu sais, ça nous fait plus, là, tu sais. Il faut arracher ça, ce chandail-là, puis trouver qui nous sommes réellement au-delà de ce qu'on nous a donné comme rôle à jouer dans une dynamique familiale qui n'a plus de sens à un moment donné, là, en grandissant, tu sais. Mais oui. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, thérapie, je veux dire, là, je suis allée en théâtre et développement, puis là, c'était comme fantastique, c'est comme outil. Là. Fait que là, avant même de finir ma formation en théâtre et développement, j'ai eu la chance de trouver un emploi qui me correspondait complètement. J'aurais pu écrire moi-même le poste. J'en reviens juste pas comment que dans la vie, tu sais, quand... Je pense que plus on fait notre ménage intérieur, plus on fait nos pardons, plus on guérit nos blessures, ben plus les choses vont être faciles à se manifester. Puis là, j'aurais pu écrire ce rôle, ce poste-là, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. J'ai travaillé dans ce cégep Maisonneuve pendant presque 10 ans, où là, j'utilisais le théâtre comme un outil d'intervention pour développer le côté spirituel, mais l'engagement communautaire aussi. J'étais aussi intervenante en interculturel. Tu faisais quoi, par exemple? C'était quoi des projets? Par exemple, j'ai tellement fait de projets le fun. Je m'occupais d'un groupe de pères aidants. Donc là, je formais des jeunes pour devenir des aidants pour leur père. T'sais. Fait que je donnais une formation sur justement communication non violente, écoute active, résolution de conflits. Puis là, j'utilisais le théâtre pour montrer ces approches-là. Là, ça devenait très clair. Comme j'étais aussi intervenante dans l'interculturel, ben, j'avais créé 2 années de fil, une troupe sur laquelle on évoluait pendant 1 an, où on regardait c'était quoi les enjeux interculturels. La majorité à Maisonneuve, 40% des étudiants sont immigrants de 2e génération. Donc là, on a regardé c'était quoi leurs enjeux, puis on a comme créé des scènes qui représentaient ces enjeux-là. Ben, c'est des enjeux très profonds, finalement, que ça vient jouer, tu sais, dans l'interculturel. C'est quoi comme enjeu, par exemple? Ben, tu sais, le fait de sentir notre double identité, tu sais, j'appartiens je me sens ni québécoise, ni nicaraguayenne, par exemple, tu sais, qui suis-je? Je suis un peu ça, un peu l'autre, je me sens comme dans une bulle. Donc, on a représenté ça, les jeunes, par exemple, s'étaient mis dans une vitrine, dans la bulle. Puis là, il y a deux jeunes qui vivaient ça, cette double identité-là. Ils étaient chacun dans leur vitrine. Puis à un moment donné, ils se rejoignent. Puis là, ils se comprennent. Fait que toutes les aider à cheminer là-dedans à travers le théâtre. Puis là, les spectres acteurs, parce qu'en théâtre d'intervention, j'ai beaucoup été influencée par Augusto Boal, Théâtre de l'opprimé, où c'est des spectres acteurs. Comment on met les spectateurs en action dans nos pièces. Ouais, vraiment intéressant. Fait que là, les spectateurs, ils participaient, c'était déambulatoire dans le collège, tu sais, cage d'escalier, vitrine, jardin intérieur, corridor, tu sais. Puis les pièces se passaient là, mais ils étaient mis en action dans la pièce. Ils pouvaient participer? Ils participaient, ok. Puis ensuite, on réfléchissait à l'interculturel. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Comment vous avez... Il y avait un moment d'échange après.
Exactement. Super intéressant parce que comme on disait tantôt, on a l'habitude d'être consommateur de quelque chose, de consommer. Je veux dire, pas consommer, c'est pas forcément de la bouffe ou c'est vraiment aussi dans tes activités. Et là, du coup, ça change le truc, quoi. Exactement. On est dans l'action finalement. Exactement. T'es plus, tu sais, il n'y a plus le quatrième mur où là, je regarde, je prends, je suis consommateur. Non. T'es mise en action, effectivement. Tu fais partie du jeu, puis ça te fait réagir. Puis ton action dans la pièce peut changer le cours de la pièce aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Ouais. Et ça fait vraiment du sens pour toi, de voir le théâtre de cette façon-là, en fait. Ben oui. OK. Ah ouais, tout à fait. Pour moi, c'est un outil extraordinaire de changement social et personnel, tu sais. Ouais. Puis... Parce que tu dirais que, est-ce que selon toi, plus on va être dans l'action, plus on va prendre part à un mouvement, peu importe de quelle façon, et plus ça va avoir un impact sur soi finalement? Ben exactement. Puis ce théâtre-là permet de reconnaître que, je veux dire, dès que tu es au monde, tu existes, puis tu as un impact dans le monde. Puis ça, on l'oublie souvent. On oublie qu'on a un impact dans le monde. Fait que ce type de théâtre-là nous permet de le réaliser, nous permet de faire changer le cours de l'histoire, nous permet de reconnaître qu'on est interreliés, puis que, tu sais, ma parole, mon action va avoir un impact. Qu'est-ce que je choisis de faire? Ouais. Fait que c'est facile, tu sais, je veux dire, on peut le comprendre intellectuellement, mais le théâtre nous amène dans le jeu. Puis, on comprend dans le jeu, on apprend dans le jeu. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme si c'est des expériences qui sont justement corporelles. Ça nous ramène au psychocorporel, tu sais. Je veux dire, quand on le fait vivre une pièce de théâtre, là, tu sais, on les enfermait un moment donné dans une pièce avec des stroboscopes, puis ils se faisaient toucher dans le dos, ils savaient pas ce qui se passait, ils savaient pas ils étaient là pour combien de temps, pour représenter le choc culturel, le mal-être extrême, tu sais. Alors, tu sais, je veux dire, là, après, on le fait débriefer là-dessus, c'est comme, oh, OK, tu sais. Là, ils ont vécu de quoi dans leur corps, tu sais. Le souvenir, il va être vraiment durable, tu sais, parce que c'est vécu émotivement. Puis après, c'est réfléchi, parce que dans le théâtre que j'utilise, c'est un théâtre qui fait réfléchir aussi. Je vis quelque chose dans mon corps, dans mon émotif, puis ensuite, je le réfléchis. Fait que là, on utilise autant la tête, le cœur que le corps, tu sais. Fait que quand les 3 sphères sont touchées, ben là, la transformation se peut, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que ça, ça a été ça. Que là, je me suis retrouvée animatrice à la vie spirituelle et l'engagement communautaire. J'ai travaillé là. Ça a été extraordinaire. Puis là, c'est ça. Je me suis dit, à un moment donné... en tout cas, je pourrais tellement parler longtemps de ce que j'ai fait là-bas. Il y a tellement eu de projets extraordinaires, mais toujours en utilisant l'imaginaire, tu sais. Ouais. J'ai comme envie de parler d'un autre projet rapidement, parce qu'on a du temps. Oui, vas-y. Ben oui. Ben, tu sais, par exemple, tu sais, semaine de prévention suicide, ben, on a décidé de créer un immense labyrinthe de neige dans le terrain de football du collège. Puis là, la question est, et si la vie était un labyrinthe, qu'auriez-vous espoir d'y trouver? Donc, tu sais, fait que là, on est en train on crée un labyrinthe de neige. Les gens marchent le labyrinthe avec cette question-là en tête. Tu sais, leur réponse à cette question-là est comme, on avait un sapin au milieu, ils accrochaient ça. C'était un petit bout de tissu, ils accrochaient ça au sapin, ils se posent la question. Mais tu sais, je travaille avec l'imaginaire. Tu sais, l'imaginaire comme justement un outil de transformation sociale. Parce que si je pense que la vie, c'est une ligne droite, dès que je manque une session parce que je veux changer de domaine, ben là, je viens de perdre un an. Quand les étudiants me disaient ça, ben là, moi, je viens de perdre un an. Non, t'as pas perdu un an, t'as exploré. T'as reconnu que c'était pas ça. T'as pas perdu un an. T'as fait ton chemin. La vie, c'est un labyrinthe. Il y a des détours. Des fois, tu reviens sur place. Des fois, il y a des monstres. C'est quoi ce monstre-là? Comment tu peux y faire face? Finalement, tu te rends compte que le monstre, ben, il était pas si épeurant que ça. Mais si tu penses que c'est une ligne droite, t'es faite. Parce que dès que t'es plus dans la ligne droite, tu te mets en échec. Ouais. Ça part de ton imaginaire. Ouais. Parce que tu crois que l'échec existe. Et au final, tu te dis que toi, c'est ça. Tu penses que c'est un échec parce que tu penses que la réussite, c'est une ligne droite. Ben là, t'es en... Tu sais, je veux dire... Mais socialement, je pense que on se fait parler de ça, tu sais, d'une ligne droite. Ouais. Tu sais, les jeunes au cégep, ils me disaient, ben là, c'est ça, là, je fais mon cégep après l'université, puis après, là, c'est fini.
Combien de fois j'ai entendu ça au cégep? Après, c'est fini. Ouais. Ah ouais, c'est fini. Parce qu'ils voyaient leur vie de leurs parents tellement plate Ouais. qu'ils pensaient que c'était fini après. Je suis comme, hey, attends, là, c'est pas vrai, là. C'était tout le temps en continu. Tu peux te développer. Puis c'est pour ça que moi-même, après le temps que j'avais fait au cégep, je sentais que mes ailes touchaient le mur. Je sentais que je commençais à manquer de motivation parce que j'avais comme tellement exploré cet espace-là. Mes ailes touchent le mur. Si je veux continuer à m'épanouir, là, ben il faut que je sorte de ma zone de confort. Là, il faut que mes ailes puissent grandir. Tu sais, c'est comme un arbre. Tu sais, si tu le plantes dans un petit pot, si tu le laisses dans ce petit pot-là, il ne pourra pas grandir. Il faut que tu changes de pot. Il faut que tu changes de milieu à un moment donné. Sinon, tu vas rester coincé là, puis tu vas être de moins en moins heureux parce que tu ne vas pas t'épanouir. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, si j'y vais encore plus loin dans la vie, encore une ligne droite, c'est je vais travailler, après ça sera fini, après je vais avoir des vacances, après je vais faire après je vais être à la retraite et j'aurai du temps et là je vais vivre ma vie. Finalement, c'est comment ce mindset-là de penser la vie comme une ligne droite, ben te fait mourir à petit feu finalement, te dire waouh, si j'arrive à sortir de ça et penser autrement comme tu dis là, ça peut vraiment tout remettre en question. Ça change tout. Puis si on reconnaît que croître, ça veut dire sortir un moment donné de sa zone de confort. Ça veut dire ça aussi, tu sais. C'était peurant, là. Moi, j'ai quitté le cégep sans savoir où je m'en allais. Je me suis pitchée dans le vide, mais j'avais assez confiance en moi. Mais tu sais, j'avais fait mon chemin aussi, tu sais, j'ai comme... Après le cégep, c'est le moment où tu t'es lancé, t'as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Avant même de, tu sais, je l'avais un peu dans la tête, mais tu sais, je savais que je portais un rêve depuis longtemps, c'est de vivre en éco-communauté. Moi, je venais d'avoir 40 ans. Là, je disais, OK, là, 40 ans, c'est une remise en question quand même. Qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Moi, je pense que mes 40 ans m'ont aidé aussi à sortir, tu sais, du cégep Maisonneuve, puis de oser prendre le risque. Je disais, OK, si je veux pas mourir sans avoir vécu ce rêve-là, fait qu'il faut que j'avance vers ça. Puis là, cet été-là que j'ai quitté Maisonneuve, j'ai fait le tour, tu sais, j'avais commencé un peu avant, fait le tour des éco-communautés au Québec, puis là, j'ai trouvé Sagittaire, tu sais. La ferme avec qui je collabore, tu sais, j'ai trouvé ça en 2015. C'est 2015 j'ai quitté Maisonneuve. Puis là, je trouve Sagittaire. Puis là, Jean Bédard, qui est philosophe, écrivain, travailleur social aussi, prof à l'université en travail social. Il n'est plus travailleur social aujourd'hui, mais il a été travailleur social longtemps. Puis là, il enseigne en travail social. Ben là, j'ai lu son livre « L'écologie de la conscience ». J'ai lu la première page de son livre dans la roulotte, dans le fond du champ. Puis là, j'ai vu Ego Eco. C'est une vision. J'ai pas pensé Ego Eco. J'ai vu. Ben, j'ai vu des gens qui débarquaient sur la ferme. Des jeunes. J'ai vu des jeunes qui débarquaient sur la ferme. Puis on travaille le sol. On fait de la création artistique. Puis on fait un cheminement personnel. Du coup, t'as ouvert le livre, t'as commencé à lire le livre, et là, t'as eu cette vision-là direct. Ouais, c'est ça, j'ai pas lu le livre. J'ai jamais lu le livre, finalement. T'as posé le livre? Ouais. T'as juste vécu. Là, moi, après, j'ai pas dormi de la nuit parce que ma vision était tellement comme... ça serait quoi l'adjectif je mettrais là? C'était comme... ça m'a amené en ébullition, là, puis comme en joie profonde, puis en excitation profonde. Puis là, j'ai pas été capable de dormir de la nuit. Le lendemain matin, je m'en vais voir Jean puis sa femme Marie-Hélène. Puis là, je disais, c'est parce que là, j'ai comme eu une idée. Je n'osais pas dire vision. Ça, c'est... Donc, ceux qui sont sur la ferme, les fondateurs. Les fondateurs, propriétaires de la ferme. Là, je m'en vais les voir. Je dis, j'ai eu une vision. Je dis, là, je vous explique ça, tu sais. Puis j'ai vu quand même, à ce moment-là, puis là, j'espère que ça va se présenter un jour dans le parcours d'Ego Eco, mais j'avais quand même vu une vision sur 1 an. Moi, je voyais 1 an de cheminement avec des jeunes, tu sais, sur une ferme avec création artistique. Puis, fait que là, moi, je voyais ça pendant 1 an. Puis là, je dis, là, j'ai une vision. Fait que là, je lui parle un peu de ça. Puis là, Jean, il me dit, là, fais-le. Puis là, Marie-Hélène a dit, OK, je vais te sortir une table, là, installe-toi là avec ton ordi. Elle me sort la table, elle met mon ordi là-dessus. Puis là, il m'assoit là. Le matin même, il m'assoit pour que je l'écrive, tu sais. J'ai dit, OK, go, hein. Ouais, ils t'ont vraiment encouragé à aller à fond là-dedans. Ouais, et que là, j'ai écrit, puis
après, j'ai fait visiter d'autres mondes cet été-là, avec qui je voyais la collaboration pour le départ. J'ai fait visiter cet été-là. Puis là, tout de suite, c'était comme un collègue de théâtre d'intervention qui avait besoin de faire son stage pour finir son bac. Puis là, je dis, viens faire ton stage avec Ego Eco, on le part, là, tu sais. Puis j'ai des anciennes de Maisonneuve qui étaient comme vraiment proches de moi, là, puis qui avaient beaucoup cheminé avec moi, déjà en théâtre, puis tout ça, tu sais, fait qu'on se connaissait déjà très bien, puis ça cliquait bien. Je leur ai demandé, à ce moment-là, je dis, est-ce que vous êtes prête à embarquer avec moi pour m'aider à faire le passage, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, sur un projet d'1 an, tu sais, qu'on chemine ensemble, tu sais, une fin de semaine par mois, sur 1 an. Tu vois, j'ai fait mon an quand même, là. Tu sais, j'avais comme oublié que je l'ai fait, puis je le voyais plus intensif que ça encore, mais j'ai fait 1 an, une fin de semaine par mois, 1 an, puis ça finit à Sagittaire par un intensif de 3 semaines avec une création artistique dans la nature, avec la nature. Puis là, ils ont embarqué, ils ont dit oui, ça. Tout le monde s'est comme engagé, ok, on le fait, on le fait, on le fait. Puis là, j'ai eu ce petit sous-groupe-là, tu sais, qui a été comme mon projet pilote pour Ego Eco. Ça a été extraordinaire parce que c'était du monde déjà que j'aimais au bout, qu'on était déjà hyper complices. C'était comme. Que t'as choisi, que ça allait être une bonne ambiance. Puis c'était extraordinaire. Puis les fins de semaine, c'était quoi le projet? Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, on explorait un niveau théâtral, on explorait justement tu sais, la création comme telle, le processus de création, mais aussi notre lien avec la nature. Tu parlais déjà de retraite? Ouais, okay. Ouais, c'est ça, on était déjà là. Puis là, ben, vois-tu, c'est ça. Fait que là, on a fait notre 3 semaines intensives. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Puis ces 3 semaines-là intensives avec cette gang-là. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est parce que c'était comme tu sais, une famille recomposée que tu as choisie, qui est tellement sur ta longueur d'onde avec des gens que j'aime profondément. Puis on a tellement ri, on a tellement eu de fun, ça a tellement été beau les créations qu'on a faites, c'était tellement transformateur, c'était le début d'Ego Eco aussi, c'était... Ouais. Fait que tu sais, pour moi, c'est un des plus beaux moments de ma vie, vraiment, là. Parce que c'est toujours les mêmes personnes qui revenaient les fins de semaine pendant l'année, vous êtes suivis en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça crée des liens. Puis là, tu sais, le pilote, tu sais, c'était tellement beau, je trouve, qu'est-ce qu'on avait fait comme œuvre finale, c'était tellement senti, tu sais. C'était quoi que vous avez fait? Je pense que... Ben, tu sais, c'est des œuvres autour de l'éco-psychologie aussi, de notre lien avec la nature, de notre lien avec nos ancêtres, les futures générations. Mais tu sais, par exemple, on a fait une œuvre parce qu'on travaille in situ, qu'on appelle dans le monde artistique, tu sais. Le in situ, c'est dans la nature, tu sais. C'est composé avec la nature. Puis là, on avait composé avec la traque de chemin de fer, tu sais. Puis là, d'un côté, il y avait les ancêtres, puis d'un côté, les futures générations. Puis là, on avait écrit un texte extraordinaire avec une musique. Puis là, il y avait cette rencontre-là entre l'ancêtre et la future génération avec un texte qui avait été composé spontanément. Parce que, tu sais, t'es tellement dans un milieu extraordinaire pour composer que ça émerge. Mm-hmm. Puis, tu sais, les gens pleuraient, là. Mais, tu sais, en fin de compte, cette pièce-là, on l'a créée en une demi-heure, tu sais. Mais je dis une demi-heure, c'est pas vrai. En 1 an, tu sais, tu comprends? Mais ça l'a émergé en une demi-heure. On a fait 2 impros. Moi, je travaille beaucoup avec des impros comparés. Impro d'un bord, impro de l'autre. On prend le meilleur des deux. Tu sais, on se donne des balises, tu sais. On a écriture spontanée sur le texte, composition spontanée. Puis on a monté ça tellement vite, puis j'en pleurais. Fait que toutes sortes de pièces, là, tu sais. On avait comme 5-6 tableaux, là. Ouais. Ouais. Puis les gens se découvraient la ferme en même temps qu'ils découvraient les œuvres d'art, tu sais. OK. Ouais, fait que... OK. Quand tu dis les gens, c'est de nouvelles personnes qui pouvaient venir ou c'était les gens de... Ah non, on avait invité des gens de l'extérieur. OK. Ouais, c'est ça. Vraiment intéressant. Ouais, fait qu'ils découvraient la ferme en même temps, puis on le faisait vivre un atelier d'éco-psychologie aussi. Puis là, on était dans l'espace spectacle-acteur aussi. Comme quoi, tu viens pas juste voir un show, là, tu viens participer à quelque chose, vivre, tu sais, on le fait vivre une expérience pour réfléchir, revoir notre lien à la nature, connecter avec les autres espèces, puis... Ouais. Fait que là, tu sais, c'est une expérience, tu viens vivre, c'est pas voir un show. Tu viens vivre une expérience, puis il y a des capsules artistiques qui t'amènent à interagir puis à réfléchir, tu sais. Ouais. L'art comme un outil de transformation, comme un outil de réflexion, tu sais. C'est vraiment ça qui soutenait ta démarche dans ce projet-là, de mêler la nature, le lien avec soi et comment accéder à sa créativité et aussi en faire un outil
transformation sociale. Ouais, ça, c'est toujours la base. L'art est l'outil, autant pour, tu sais, comme exprimer ses propres émotions, tu sais, faire circuler tout ce qu'on vit, mais à la fois comme un outil qui nous fait comprendre des affaires, parce que quand tu te mets à faire une œuvre d'art, ben là, tu t'extériorises, fait que tu comprends ce que tu es en train de vivre. Puis là, en plus, quand c'est partagé avec d'autres, là, ta réalisation me permet de réaliser ce que toi t'as réalisé. Puis là, moi, je peux même improviser sur ce que t'as réalisé. Fait que là, ça me fait cheminer moi aussi. Ouais. Là, après, on est comme les deux à réfléchir à la même affaire sous forme artistique, tu sais. Puis là, ensuite, ben là, on va le présenter aux autres, puis là, eux autres aussi vont être touchés, tu sais, c'est extraordinaire, là. Fait que l'art comme un outil de transformation, mais aussi le travail à la terre, parce que moi, je pense, pour ça, Ego Eco, ça implique nécessairement un travail à la terre, parce que moi, je pense que si t'as jamais contribué à un jardin, je pense que tu peux pas comprendre le rapport à la nature, tu sais, que c'est la terre qui te donne. Si tu prends ton argent que tu as gagné avec une job qui fait pas de sens pour toi, tu prends cet argent-là pour aller acheter un brocoli emballé dans du plastique, que tu sais même pas comment ça pousse un brocoli, ben tu comprends pas que c'est un cadeau de la terre. C'est ça. Tu comprends pas. Mais c'est la terre, tu sais, les Autochtones, notre mère, la terre, ben tu comprends ta mère, la terre, quand tu te mets à en prendre soin, puis que tu composes avec elle pour faire pousser tes légumes, tu sais. C'est quoi les meilleurs moyens pour toi pour justement renouer dans ce lien avec la terre qu'on perd, c'est que ce soit qu'on habite en ville, que ce soit... C'est quoi selon toi les meilleures façons en fait de reconnecter avec la terre? Ouais. Ben, c'est de se mettre à l'agriculture, mais aussi d'aller s'asseoir dans un lieu spécifique une fois par jour, au moins quelques fois par semaine, puis de voir la nature qui change au cycle des saisons. Tu sais, ça, c'est vraiment... C'est ce que vous faites avec Ego Eco. Ouais, on fait ça aussi. Ouais. Puis tu sais, d'aller faire des marches silencieuses en forêt. D'apprendre, tu sais, ce que la nature nous donne, toutes les plantes médicinales. Quand tu comprends que les plantes sont toutes là pour te guérir, ça aussi, ça change la vie. Tu sais? T'sais, on est rendu tellement loin avec nos médecines génétiques, comme... Ouais. L'abondance est là, finalement. Mais ouais, tout est là, tu sais. Tout est là pour nous soigner, là. Tout est là pour nous donner la vie, là. On est interreliés, on est interdépendants, puis on contribue à ça, là, nous autres. Et je sais que tu as aussi un volet en lien avec la permaculture. Est-ce que c'est aussi en lien avec cette idée de vision globale, que c'est pas juste compartimenté dans travail la terre, mais aussi en lien avec la vision de la permaculture qui fait qu'on se sert finalement de chaque chose qu'on a. Exactement. La permaculture, dans le fond, c'est une approche qui n'a rien inventé, là, qu'elle a remis ensemble des concepts qui ont toujours existé, elle a mis en lumière l'interdépendance des choses, puis comment que justement en tant qu'humain, composer avec ce qui est, avec le moins d'impact possible, puis avec le plus de résilience possible. Puis c'est pour ça que j'adore la permaculture, puis pour moi c'était clair que je voulais intégrer ça à mon travail. Mais vois-tu, justement, Jean Bédard, qui travaille la terre depuis des années, lui, il est pas il trouve que c'est un concept, puis que, tu sais, on se prend au piège un peu d'un concept. C'est comme une mode, genre. Hein. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est une agriculture écologique. Puis on peut mettre le mot permaculture, les gens s'y réfèrent peut-être mieux, ils vont peut-être venir, mais c'est de se remettre dans une agriculture écologique qui prend soin de la terre, puis qui vont composer avec les éléments comme interdépendants, t'sais. Ouais. Puis que nous, en tant qu'humains, d'avoir le moins d'impact possible, puis prendre, tu sais, d'être vraiment dans la résilience. Puis, tu sais, après, dans Ego Eco, ben, il y a, chaque jour, il y a de l'introspection. On s'arrête, on ressent notre corps aussi, on prend conscience de ce qui se passe dans le corps, des tensions, on va composer avec ça aussi, faire de la méditation, du Qigong. Fait que, tu sais, c'est vraiment global, là. Fait que, puis moi, c'est ça, tu sais, c'est cette vision-là qui m'a amenée là, mais aussi, peut-être ce que j'ai envie de dire, parce que, tu sais, souvent, justement, les jeunes ne savent pas trop où aller. Ben, moi, je me souviens que vers ma vingtaine, c'est quoi les mots-clés que je veux dans mon orientation professionnelle et ou de vie, tu sais? Ben, moi, mes mots-clés, c'était psychologie, spiritualité, art et nature.
Puis là, j'avais mis ça dans un cercle, comme une cible, tu sais. J'avais fait comme un X, comme une roue de médecine, là. Puis j'avais mis les 4 mots. Puis je me souvenais, j'ai jamais oublié qu'il y avait nature aussi. Puis toutes mes années au cégep, ben j'étais pas rendue là, c'est correct. Puis tu sais, reconnaître que les choses prennent du temps aussi. Tu sais, arrêter de se presser pour que les choses se fassent. Mais tu sais, reconnaître qu'on est sur le chemin. Tu sais, je veux dire, quand t'es en train d'étudier la chimie, là, puis c'est vraiment dur, puis t'es vraiment découragé, mais il faut que tu te souviennes que t'es sur le chemin pour réaliser ton rêve d'être un médecin. Si t'es juste dans le maintenant, c'est pour ça, tu sais, élargir la vision. Fait que là, tu vas être motivé pour, si tu te reconnectes à ton chemin. Tu comme, je suis le chemin. Je suis pas en train d'étudier l'administration, là. Je suis en train d'étudier la chimie parce que ça fait du sens dans le chemin. Fait que là, je peux être motivée, tu sais, pour avancer vers ça. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'aide à ralentir, à être moins le nez dans le guidon, à justement te dire, ok, ça prend du temps, c'est correct, c'est pas, comme tu disais tantôt, c'est la nature. C'est la nature qui me dit, la nature, elle prend son temps, elle force rien. Tu sais, je veux dire, les bourgeons, ils vont sortir quand il va faire assez chaud. Si je veux aller trop vite puis je veux sortir les bourgeons tout seul, là, c'est sûr que je vais tout scraper. Tu sais, je vais tirer sur le bourgeon puis je vais venir de faire mourir la feuille. Ben, dans nos vies, c'est la même affaire. La nature, c'est notre guide. Ego, c'est ça. C'est d'arrêter de penser dans une perspective juste humaine, de penser dans une perspective naturelle. Voir la nature comme notre guide. La nature, elle nous enseigne la vie. Fait que moi, quand que je lis ça, des fois, je suis découragée dans ma vie, là, c'est sûr, là. Puis là, récemment, j'ai été retombée sur une phrase qui m'avait dit... ben, la nature est jamais pressée. Elle prend le temps qu'il faut, puis tout s'accomplit. Tu comprends? Mais moi, quand j'ai lu cette phrase-là, au moment où je l'ai lue, ça m'a enlevé du stress. Je dis, ben, gars, Ego Eco, à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire avec Ego Eco, comment j'alignais ça. J'ai lu cette phrase-là, je fais, OK, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. Ça t'a détendu, en fait. Ben oui, ça va s'accomplir quand ça va s'accomplir. J'ai rien à forcer, là. Ouais. Si tu forces, t'es pas sur le bon chemin. Ouais. T'as rien à forcer dans la vie. Mais assure-toi de garder le cap. Fait que mets-toi-les tes mots-clés. Mets-toi-les ta cible claire. Puis là, tant que tu tournes autour de la cible, c'est bon. Tu peux pas être tous les niveaux de la cible en même temps non plus, tout le temps. Tu sais, parce que le chemin, il est long puis il est ardu, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, la nature, moi, pendant les 10 ans que j'étais à Maisonneuve, ben, ça faisait pas partie tant que ça de mon enseignement. Mais regarde, c'est arrivé à mes 40 ans. Puis là, ça fait encore plus de sens. Ouais. Puis là, ça complète mon truc. Puis là, je compose avec tous les éléments de ma cible que je m'étais donnée. Puis là, ça m'amène à une joie intense, tu sais. Finalement, plus t'avances et plus tu complètes, des choses qui étaient peut-être déjà en toi réapparaissent d'une façon différente au final. Ben, c'est ça. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est une spirale. Tu sais, parce que, gars, j'étais dans un camp de vacances, là, je veux dire... moi, je me disais dans le temps, ben moi, je voudrais faire ça toute ma vie, travailler dans un camp de vacances. Tu comprends? Mais pourtant, c'est pas reconnu, hein? Travailler dans un camp de vacances, c'est pour un jeune de 18-20 ans. Puis c'est pas payant. Mais c'est tellement important, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, aujourd'hui, quand que je fais du Ego, j'ai comme... Il y a une fille qui me disait, dans le fond, c'est comme un camp de vacances pour adultes. Puis là, j'étais comme un peu insultée. À un moment donné, je dis, non, c'est pas un camp de vacances. Mais au fond, oui. Mais après, c'est quoi, tu sais, c'est quoi l'intention? C'est quoi le niveau de profondeur? Tu sais, quand tu fais du théâtre avec les enfants, est-ce que tu vois que juste du théâtre que tu fais ou tu vois que tu transformes l'humain à travers le théâtre? C'est quoi ton intention? C'est ça qui change tout aussi. Fait que, tu sais, le jeune de 20 ans, il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais il fait du bien anyway. Fait que c'est sûr que plus tu sais qu'est-ce que tu fais, plus tu le fais avec conscience, plus ton intention est claire, plus ça va avoir de portée. Fait que c'est ça la nuance. Fait que, Ego, quand je dis, oh non, c'est pas un camp de vacances, parce que, tu sais, c'est des retraites de reconnexion avec la nature, tu sais, à soi, à l'autre, pour amener les gens à être acteurs de changement dans la crise écologique. Ouais. C'est pas un camp de vacances. Mais si tu regardes vite, ça peut ressembler à ça. Tu sais, tu comprends-tu? Hey, on s'amuse dehors, ben, c'est pas ça. Parce que là, on travaille sur des niveaux vraiment plus profonds. Puis ça, c'est une spirale. Puis des fois, je suis comme, ah, mon Dieu, je suis à la même place. Ben non, je suis pas à la même place. J'ai fait un tour de spirale. Là, ma connexion avec la nature, entre quand j'ai parti Ego, puis maintenant,
c'est vraiment autre chose. Puis moi, je considère que je connais encore rien avec la nature, puis ma connexion avec la nature, je la trouve encore très, très limitée. Ouais. Je veux dire, moi, je suis une urbaine. Là. Moi, j'ai grandi entre 2 dalles de trottoir, là. Tu sais, j'ai réussi à pousser là, comme une petite fleur qui sort, là, entre 2 dalles de trottoir, tu sais. Je veux dire... Moi, la première fois, j'ai entendu une vache meugler. J'avais 17 ans, j'ai fait le saut, là. Je pensais que c'était juste une vache. Comme... Meuh! J'ai vraiment fait le saut, là. J'étais avec l'école secondaire, puis c'était une ferme, tu sais. OK. Ouais. Jean Bédard, il racontait, tu sais, un groupe d'enfants qui sont venus, d'enfants urbains qui viennent à la ferme, puis que là, ils voient les poules, puis là, ils voient la poule qui est assise sur l'œuf, puis là, l'enfant qui dit « Hey, mais là, c'est parce que là, faudrait enlever l'œuf, parce que là, la poule, elle va casser l'œuf. » Il comprenait pas que l'œuf venait de la poule. Il avait peur que la poule casse l'œuf, parce que lui, un œuf, ça vient dans une boîte. Ça vient pas d'une poule. C'est fou. Fait que là, il pense que ça va casser l'œuf. Tu comprends? Ouais. C'est un exemple super cute, là, tu sais. Mais oui, c'est toutes des choses ou des petites choses qui font qu'on est déconnecté à un endroit et finalement, ben, ce projet-là, ça... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de remettre du vivant à un moment donné ou de reconnexion, tout simplement. C'est reconnexion, vraiment. Puis là, quand tu te reconnectes avec la nature, ben là, c'est parce que c'est elle qui porte les enseignements, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est parce que, je veux dire, on fait partie de la nature, mais l'humain, il a oublié ça. Ouais. On est non seulement ethnocentré, mais on est anthropocentré aussi. Anthropocentré, ça veut dire l'humain, tu sais, centré sur l'humain. L'humain, il se voit au-dessus de la nature, il se voit pas dedans. Ouais. C'est ça la grosse problématique. Fait que là, on voit la nature comme une ressource, on l'exploite, on oublie qu'on en fait partie. Je veux dire, on est en train de créer notre propre mort. Exactement. En exploitant la nature parce qu'on pense que c'est une ressource. Imagine à quel point on est déconnecté, on se rend même pas compte qu'en l'exploitant comme ça, on se tue nous-mêmes. On voit pas les effets visibles en fait de ça. Ben non, c'est ça. Et du coup, j'avais une grande question pour toi. Je me disais, et donc du coup, en lien avec ce sujet-là, comment, selon toi, arriver à retrouver du sens et de la connexion à soi, aux autres, qu'on perd tellement dans une société où la compétition est tellement mise en avant, où c'est tellement peu valorisé. Ça commence, il y a des initiatives, ça bouge. Comment arriver à retrouver du sens dans sa vie, dans ce qu'on a envie de faire, dans ces projets qu'on veut, selon toi, selon ton regard, ton expérience, puis c'est quoi qui favorise ça? Ben, je pense que le premier pas, c'est déjà de reconnaître qu'on manque de sens, là. Déjà. C'est parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense que à quelque part, l'humain est assoiffé de sens. Puis il s'en rend pas compte parce que ça va tellement vite. Puis là, c'est métro, boulot, dodo. Puis, tu sais, ramasser de l'argent pour payer la maison, pour payer l'auto, aller chercher les petits à la garderie. Ça va tellement vite que, justement, on n'a pas le temps de s'arrêter. On n'a pas le temps de se ressentir. Fait que si on se ressent pas, on peut ne pas sentir qu'il y a un manque de sens, justement. Fait que, tu sais, il faut d'abord s'arrêter, ralentir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que là, les gens tombent malades, dépression, burn-out. La limite est dépassée, c'est trop. La limite est déjà dépassée. Puis là, s'il n'y a pas de chemin intérieur qui se fait, puis que c'est, tu sais, on va juste soigner le symptôme par des antidépresseurs, puis qu'il n'y a pas de chemin intérieur qui accompagne ça, ben, ça va se reproduire. Fait que... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire faire son chemin intérieur, aller soigner ses blessures. Moi, je reste que... Je pense que c'est vraiment quand même une base, là, de commencer par ça. Tu sais, puis ensuite, se relier à la communauté. Parce que je pense que c'est ça aussi, tu sais, reconnaître qu'on appartient à plus grand que soi. On a besoin, tu sais, l'humain a besoin de quoi? Il a besoin de sécurité, il a besoin de sentiment d'appartenance. Ouais. Tu sais? Ouais. Puis il a besoin de sens, tu sais? Fait que si t'as pas de sentiment d'appartenance, si tu te sens isolé, tu sais, mais le sentiment d'appartenance, justement, quand on se rend compte, tu sais, c'est de là tellement l'importance de la connexion à soi, à l'autre, l'appartenance à un groupe, à une communauté, à une famille.
Peut-être des valeurs communes, des passions communes. Valeurs communes, passions communes, projets communs. Puis ensuite, connexion à la nature. Parce que quand je me rends compte que je suis non seulement connectée à ces individus-là qui m'apportent du sens, qui m'apportent de la sécurité, de l'appartenance, mais quand je me rends compte que je m'appartiens aussi à la nature, ben là, c'est un relâchement absolu, là. Quand tu réalises ça, là, en profondeur, là, c'est comme, OK, je peux m'abandonner, quelque chose de bien plus grand que moi qui me soutient. Je suis soutenue par la toile de la vie, je suis soutenue par l'air que je respire, par le soleil qui me donne ma vitamine D dont j'ai besoin, qui me Je suis pas tout seul à ramer dans mon coin, à me dire qu'il faut y arriver, et puis... c'est pour ça la gratitude est super importante. Tout ce que je reçois, tout ce qu'on me donne, tu sais, je veux dire, la terre me donne, le soleil me donne, l'air me donne, l'eau me donne. Tu sais, je veux dire, l'abeille, elle contribue, l'arbre, tu sais, je veux dire, être vivant, c'est grâce à tous ces éléments-là qu'on est vivant, là. C'est pour ça que c'est si important, tu sais, chaque élément est si important. Puis dès qu'on en enlève un, il y a un déséquilibre dans l'écosystème. Ouais. Puis que c'est la même chose, une famille qui est dysfonctionnelle, si, tu sais, je veux dire, l'élément qui bloque le truc parce que il manque de soins, il manque d'amour, ben ça empêche à tout le reste de circuler aussi. Comment on peut rétablir aussi nos écosystèmes humains? Comment on peut rétablir les écosystèmes, l'écosystème naturel dont l'humain fait partie, tu sais? Ouais. C'est créer de l'espace finalement, créer des espaces pour avoir ces temps-là. Ben c'est ça. Ouais. Puis là, de plus en plus, je veux dire, les études sortent, tu sais, que 15 minutes de connexion à la nature, ça diminue le stress de vraiment beaucoup, là, tu sais. Ouais. Ben, je travaillais au parc nature dans l'ouest, là, de Montréal, puis les fins de semaine, c'était blindé. Les gens, c'est blindé, je veux dire. Le moins de coins de nature, ça m'étonne pas, en fait. Ça m'a frappé, en fait. Je me dis, waouh, c'est dingue. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est ça. On a tellement besoin. Ouais. On a tellement besoin. Puis là, c'est le fun. La CEPAC, là, je sais pas si tout le monde sait ça, mais la CEPAC, maintenant, c'est la gratuité pour les enfants et même les adolescents, là. Génial. Fait que les familles peuvent y aller, ça leur coûte moins cher, ça leur permet de développer de l'expérience en nature pour avoir envie d'y retourner. Bien Parce sûr. que si tu y vas pas, tu peux pas savoir à quel point ça te fait du bien. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, tu sais. C'est sûr. Fait que moi, je tiens à féliciter la CEPAC pour cette initiative-là, là. Vraiment, vraiment. Et du coup, Ego Eco, donc c'est quoi tes projets, les prochains ateliers, les projets à venir? Comment tu vois ça, ta vision? Ben justement, tu sais, moi, c'est une vision que j'ai eue. Puis j'ai eu la chance d'être financée par Emploi Québec qui me donnait la subvention de soutien aux travailleurs autonomes. Ce qui a fait que j'ai démarré Ego Eco comme une entreprise sociale, tu sais, que j'opérais à titre individuel, tu sais. J'ai eu plein de collaborateurs, mais c'était moi qui portais seul Ego Eco. Puis là, je trouvais ça très difficile parce que justement, je trouvais que ça allait à l'encontre même de ce que, tu sais, on est interdépendants, on a besoin des forces des uns des autres. Quand tu es seul entrepreneur, ça fait aucun sens, là, parce que tu n'as pas toutes les compétences. Je peux pas être forte et en animation, et en contenu, et en administration, et en gestion, et en communication, et en marketing. Premièrement, j'ai pas le temps de tout faire ça. Deuxièmement, j'ai pas toutes les compétences. Puis là, le stress monte, puis c'est même plus le fun. T'sais. Ouais. Si t'as plus de fun, ben t'es pas... Il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Ouais. Tu sais. Fait que là, moi, j'avais plus de fun, tu sais. Pendant l'été que j'ai les retraites, j'ai du fun au bout. Mais pendant l'année, faut que je continue à tenir le bateau tout seul. Parce que c'est ça pendant l'été, donc t'es dans le Bassin-Laurent. Ouais, sur la ferme Sagittaire, je fais des retraites là-bas. C'est ça. Puis pendant l'année, j'ai quelques retraites, mais tu sais, je portais, tu sais, Ego Eco seul pas mal, tu sais, quand même. J'ai des retraites au Québec, au Vermont. Fait que c'est ça, mais là, j'étais comme, OK, il faut que ça change. Moi, je veux une équipe sur Ego Eco, je veux plus travailler seule. Ça, c'est clair. Je ne veux pas travailler seule. Je n'aime pas travailler seule. Donc, j'étais vraiment prête à lancer les pièces du casse-tête puis qu'on reconstruise ça ensemble, tu sais. Fait que là, j'ai une équipe cet été. On est comme trois personnes sur l'équipe permanente, plusieurs collaborateurs qui vont venir aussi. Puis là, ce que j'ai mis de l'avant, qui faisait beaucoup de sens pour moi, c'est que à partir du moment où, moi, depuis le début,
j'avais vraiment, vraiment de la difficulté à charger pour Ego Eco. Moi, ça faisait pas de sens de charger pour ça. Parce que bon, c'est une cause, Ego Eco. Je veux dire, je me suis dit, tu sais, quand on marche, tu sais, pour l'environnement, là, on charge pas 10$ au monde pour venir marcher pour l'environnement. Tu sais, Greenpeace, là, quand ils sonnent chez vous pour te sensibiliser, ils te demandent pas 10$ pour que tu les sensibilises, là. Comment moi, je charge de l'argent pour sensibiliser les gens? Ça fait pas de sens. Ouais. Parce que sinon, ceux qui vont venir, c'est juste les convaincus qui viennent se ressourcer. Mais les convaincus sont déjà convaincus. Je veux dire, il faut aller chercher ceux qui le sont pas. Fait que je peux pas charger. Mais je voulais vivre de ça. Fait que là, ça m'amenait une tension intérieure très prenante et très énergivore. J'avance, puis tu sais, des fois, c'est pas évident, là, de trouver comment... Non, la ligne est fine, hein. Comment... Ouais, puis là Puis t'as le goût de recevoir aussi, t'as le goût de donner, mais t'as le goût de recevoir aussi, donc... ouais, parce que maintenant, c'est frustrant, si t'as pas assez d'argent pour tout ce que tu donnes aussi. Ben, c'est ça. Puis tu sais, là, les gens, on est tous capitalistes, on a grandi dans un système capitaliste, fait qu'on est fondamentalement... Même si on veut changer de paradigme, on est encore pris, tu sais, dans l'intérieur de nous-mêmes puis de notre psyché dans ce capitalisme-là. Fait que là, c'est comme... OK, comment je fais? Je sais pas. Puis là, le monde me dit, ben Isabelle, c'est correct que tu charges. Les profs de yoga chargent. Le monde qui font des retraites de charge. Mais oui, mais moi, en dedans, ça dit non. Même si tu me dis que l'autre charge, moi, ça me dit non en dedans. Mais j'étais pris, je continuais à charger pareil. Fait que là, à un moment donné, finalement, j'ai décidé que j'allais chercher un emploi. Parce que justement, je voulais plus être dans un mode entrepreneur parce que je voulais donner. Puis là, j'ai trouvé l'emploi, exactement qu'est-ce que j'avais besoin. Un emploi contractuel, payant, qui me laisse, tu sais, que je peux accepter ou non les contrats, qui me laisse libre l'été. C'est exactement ce que j'avais, qui me permettait de lâcher prise puis de dire, OK, là, je peux donner Ego Eco. C'est un emploi que tu as cherché ou qui est comme tombé... J'ai commencé à chercher, puis je suis tombée dessus sur Internet, pareil, là, tu sais. Ouais. Mais c'était exactement ce que j'avais besoin. Fait que là, j'étais comme, oh my God, la vie est tellement généreuse. Je peux pas croire que j'ai trouvé exactement ce que j'avais besoin. Ouais. Puis tu sais, ça me permet de transmettre mes valeurs, cet emploi-là. Je vais être, justement, j'ai commencé par parler que j'étais éducatrice à la petite enfance, tu sais, dans mon premier métier. Ben là, je vais enseigner au cégep aux futures éducatrices à la petite enfance. Fait que c'est tellement primordial, ce 0-5 ans-là. Ça me fait vraiment plaisir d'enseigner à nos futures éducatrices. Puis, tu sais, l'impact que je vais avoir va être important. Fait que ça fait du sens pour moi. En plus que c'est payant. Je suis comme, wow. Ouais. Puis, comme on disait tantôt, tu réformes le système de l'intérieur, en fait. Aussi, c'est ça. Et de dehors, et de dedans. C'est ça. Ouais. Un pied dehors, un pied dedans. Je voudrais pas être juste dedans. Là, j'ai un pied dehors, un pied dedans. Fait que là, cet été, mes collaborateurs, ils ont tous accepté de donner leur travail. Comme moi-même, je vais donner mon travail. Puis c'est un test. Vous faites un test. Ouais, c'est un élan du cœur. Puis quand on a tous décidé qu'on allait donner notre travail, ça nous a amené vraiment, vraiment dans une très, très, très grande joie. Puis un esprit d'équipe très, très fort. C'est comme si on était reliés par le don. Par le sens de ce qu'on faisait. Parce on croit tellement à ce qu'on fait que justement, quand tu fais vraiment ce qui fait sens pour toi, ben, un bon indicateur, c'est que même si je gagnais 40 millions de dollars, ben moi, je veux continuer à faire ce que je fais. C'est ça qui est un indicateur de qu'est-ce qui fait sens pour toi. Fait que là, nous autres, toute l'équipe d'Ego Eco, cet été, on est au moins 7 collaborateurs, là. Ben, tout le monde donne son travail cet été. Et on offre les retraites. Et les gens vont pouvoir donner à eux autres aussi. Ça veut dire qu'on va mettre un chapeau à la fin. Les gens vont donner ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, quelqu'un puis, il faut donner sous différentes formes aussi. L'argent, c'est une des formes, mais c'est qu'on veut explorer le donner, le recevoir. Puis, justement, on s'inspire de l'écosystème. Parce qu'on se dit, tu sais, l'arbre, là, il donne, ben, il se demande pas... Ah ben là, j'ai-tu trop donné? Ah, je pense que j'ai trop donné, m'arrêter un peu, j'ai pas assez reçu. Ah non. Lui, c'est sa nature de donner. Il nous donne de l'oxygène, il donne. Tu sais, l'abeille, elle dit ça, j'ai-tu trop donné? Non, l'abeille, tu sais, c'est qu'à un moment donné, le don, quand t'es vraiment...
Tu sais, qu'on dit nos dons, c'est quoi ton don, c'est quoi ton talent? Quand t'es sur ton don, tu sais, tu sais, il y a un beau parallèle avec donner puis notre don. Ben, quand t'es dans ton don, ben, tu paierais même pour le faire tellement que tu as envie de le faire. C'est ta nature. Tu sais, c'est ton être. Tu sais, c'est ton don. Ça t'est donné. C'est ça ta force à toi. Moi, tu sais, quand je vous dis, 19 ans, je me mets à faire du théâtre d'intervention en Afrique, tu sais. Je dis, ça m'est donné, là. C'était facile pour moi. J'ai créé ça. Ça s'est fait tout seul. T'as même pas besoin de réfléchir. C'est let's go, Exactement. quoi. Parce que c'était comme, moi, c'est mon don. Ça fait sens. Puis je le fais. Puis ça se fait tout seul parce que c'était mes forces intrinsèques. Puis là, je viens d'avoir une vision. Finalement, ce que tu dis, c'est qu'au lieu de créer un système qui, aujourd'hui, est basé sur la peur, l'insécurité, parce que on nous a pas appris à, je sais pas, ou avoir cette confiance-là, c'est géré par l'argent, par la valeur monétaire, la croissance, la vie, blablabla, de ce regard-là. Finalement, est-ce que ce dont tu parles, c'est créer un système qui est basé sur la confiance? Parce que tu sais pas combien les gens vont donner. Exactement. Puis, mais là, non seulement, c'est que là, on se détache complètement de faire de l'argent. Puis c'est ça aussi l'idée, c'est un don. Ça veut dire que les gens, s'ils donnent, ça va être des cadeaux. Parce que moi, on part avec le fait qu'on se détache de faire de l'argent complètement. On le fait par amour, on le fait par sens, on le fait par nécessité, on le fait parce qu'on est en état d'urgence. On se détache, puis je pense que tu sais, là, j'ai le goût de parler à tous ceux, parce qu'à la fois, on est dans une société de privilégiés, puis j'ai tellement de monde tellement allumé autour de moi, puis là, il y a toute cette affaire-là, OK, je veux être entrepreneur, je veux vivre de ce que j'aime, je veux vivre de mon travail. J'ai le goût de dire oui, mais, tu sais, oui, mais attention, parce que là, justement, on peut se faire prendre au piège, comme moi, je me suis fait prendre au piège moi-même, puis ça me rendait malheureuse, finalement. Le piège de quoi, selon toi? Ben, au piège du fait que là, on veut absolument être payé pour notre don. Tu comprends-tu? Si t'es un excellent musicien, mais là, tu veux absolument être payé, puis là, tu te prends au piège, puis là, t'es rendu dans les coms, puis là, t'es rendu dans ci, puis t'es rendu dans ça, puis t'es plus heureux. Ben, regarde, tu sais, tu peux choisir que ton don, là, tu sais, que tu y vas gratuitement dans les maisons de personnes âgées, puis tu joues ta musique, là, puis... Tu sais, puis tu peux avoir ta job à côté qui est payante, puis comme ça, t'es libre. Tu sais, c'est comme si... Moi, c'est ça que, là, que j'apprends en ce moment même, là, avec ce passage-là qui est tout frais, mais qui est comme, oh my God, là, je suis libérée, l'argent rentre d'ailleurs. Fait que mon don, il peut être donné. Tu sais, j'ai juste envie d'amener les gens à réfléchir là-dessus. Puis là, ça me libère tellement, puis ça m'amène tellement de joie. Puis ça m'amène, tu sais, puis ce qu'on a envie de faire réfléchir les gens cet été, c'est ce lien-là entre l'écosystème qui donne, qui compte pas, qui est pas en train de dire « Ah ben là, je donne tant, je reçois tant ». Là, on le donne cet été. Les gens vont donner. Ils vont donner en retour, mais qu'on le fasse par cœur, qu'on le fasse par... Tu sais, les gens vont donner parce qu'ils vont avoir reçu, parce qu'ils vont avoir envie de dire merci, tu sais. Puis, tu sais... Ouais, je comprends. Pas parce que... Moi, ça faisait aucun sens que j'étais dans un rapport de client avec le monde. C'est comme, what the fuck? Excusez l'expression, mais c'est comme, moi, je veux pas que tu sois ma cliente. Puis là, j'ai un rapport financier, ça me ramenait que quand j'étais en coopération internationale. On est dans la hiérarchie, finalement, là, à ce moment-là. Ben, c'est ça. Puis moi, j'aime pas ça non plus, le monde qui me disent... Il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, ben là, moi, je me vois pas comme participante. » Non, attends. Parce qu'Ego aussi, c'est quoi? C'est que peut-être que là, moi, mon rôle, c'est facilitateur. Mais je suis participante autant que tout le monde quand je fais un Ego. Je vais faciliter, ça va être ça mon rôle, de faciliter. Mais on est là ensemble, t'es pas participante, puis moi je suis plus parce que je suis facilitatrice. On est là ensemble, on partage nos savoirs, on travaille avec l'intelligence collective, puis on co-crée chaque retraite, là, tu sais, je veux dire, il y a comme... tout le monde participe, je suis là, je participe autant que toi, même si là, j'ai le rôle de faciliter. Ouais, c'est sûr. Tu comprends? Puis je donne une direction, mais après, on le co-crée ensemble. Ouais. Je me pose une question. Est-ce que, selon toi, on peut vivre de son art? Dans une autre dimension. Est-ce que tu penses que c'est réalisable de... Ben, il y a plein de monde qui vivent de leur art, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est ça, mais je pense que, tu sais... Je pense qu'il faut juste voir qu'il peut y avoir plein de possibilités, puis que, tu sais, on peut trouver l'argent ailleurs, puis utiliser notre don autrement. Tout le monde n'a pas la trame d'un entrepreneur non plus, mais tout le monde a un don à donner. Fait que comment tu peux le donner autrement que sans être entrepreneur? Sinon, on va tous devenir des entrepreneurs, là.
On n'est pas toutes faites pour être des entrepreneurs non plus, mais on a tout un don. Ton don, tu peux le donner où, comment, tu sais, tu peux le donner au cœur d'une institution, au cœur d'un job qui t'est payé, tu sais, tu peux le donner juste de façon bénévole, de façon volontaire, tu sais. Puis comment diminuer, premièrement, c'est ça aussi qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que moi, j'ai diminué mes dépenses, ben, j'ai même pas eu à me forcer, ça aussi, c'était de nature que moi, j'ai jamais dépensé, là. Tu sais, moi, je gardais des enfants, j'avais 10 ans, là, j'avais des liasses d'argent, là. Fait que je la dépensais pas, parce que je voyais pas le point de dépenser, là. Moi, j'étais consciente, j'avais tout ce que je voulais. Ouais. J'avais des... Je sais même pas que j'avais... Tu sais, je dépense pas. Fait que j'ai... Tu sais, l'année passée, j'ai vécu avec 15 000 Puis c'était ça mon objectif. Je dis, moi, je pense que je peux vivre avec 15 000 Bon, je sais pas d'enfant. Je vis en colocation, mais c'est par choix aussi. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est ça la base aussi. Commencez par diminuer vos dépenses. Premièrement, ça va faire du bien à la planète. Puis deuxièmement, ça va vous laisser du lousse pour travailler moins puis faire votre don peut-être bénévolement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que si on pense qu'il faut absolument de notre don en faire une entreprise, ben là, des fois, la marche est bien trop haute. Puis là, je l'utilise plus. Fait que là, l'énergie circule pas. Ouais. Tu sais? Ouais, mais comme tu dis, si tu revois les endroits où tu passes ton énergie, tu revois c'est quoi tes choix, tu remets en question finalement ce que tu fais et de te dire, mais peut-être qu'il te faut pas tant d'argent finalement, peut-être qu'il t'en faut moins, peut-être qu'il y a des choses que tu... j'ai l'impression que où ton énergie est différente en fonction de si tu la passes à faire tes projets plutôt qu'à acheter des choses. Puis je pense que c'est ça que tu sais, c'est où le sens? Ben justement, tu sais, ça nourrit pas consommer. Ça nourrit pas l'âme. Puis je pense que c'est ça. Moi, je pense que nos âmes, là, puis là, j'ose prendre ce terme-là qui peut être un peu galvaudé dans tous les sens, mais tu sais, dans le fond, ce qui est... Comment le traduire, qu'il soit accessible à tous, ce mot-là, c'est-à-dire que ce que l'humain a besoin profondément, là, ça sera pas nourri par la consommation. C'est nourri par le lien humain, c'est nourri par l'amour, c'est nourri par le lien avec la nature, c'est nourri par le chant, c'est nourri par la danse, c'est nourri par la créativité, mais pas par la consommation. Fait que, tu sais, arrêtons de consommer, puis nourrissons le lien, tu sais. Ouais. C'est nourri par le vivre quelque chose. Ben oui, vivre quelque chose ensemble, puis créer, puis donner, puis recevoir. Tu sais... Toi, c'est ça qui t'a toujours animé tu dirais, dans les choix que tu faisais. C'est ça, parce que moi, tu sais, je veux dire, quand on est assis en cercle, je sens vraiment que je suis nourrie profondément quand les gens sont transparents, quand les gens me partagent. C'est pour ça que je suis devenue thérapeute aussi, tu sais. Tu sais, les gens qui me partagent là, leur véritable enjeu, leur véritable peine, leur véritable inquiétude. Moi, j'aime ça, là, parce qu'on est dans le vrai, là. Ça m'a toujours nourri, le vrai. Là. Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai tout le temps haï ça, les soupers là, de famille ou quoi, ou même d'amis, souvent, là. Souvent, je trouve qu'on parle vraiment pas rien dire. Là. C'est ça. Bla. Puis là, après, on parle de telle émission, on parle de tel concept, mais tu sais, on débat des fois, mais tu sais, je sais pas si ça... Souvent, je me sens pas nourrie, souvent, je parle pas. Mais tu sais, quand on fait des cercles de parole, ah ben là, tout d'un coup, ah là, t'es en train de me parler pour vrai, là, tu sais. Wow! Ah, t'as mis vraiment le doigt, t'as conscientisé vraiment ce qui te nourrit. Peut-être c'est ça le point, de se dire, ok, là, il y a quelque chose, puis là, je vais y aller, puis go, quoi. Ouais. Puis tu sais, moi, je pense qu'on a toutes nos petites voix intérieures, là, nos petits appels, là. Tu sais, moi, je dirais même aux gens, là, quand t'envies quelqu'un ou t'es jaloux de quelqu'un, là, dis-toi, c'est parce que justement, c'est que t'as le goût de ça. Tu sais, je veux dire, accroche pas au fait que t'es jaloux, mais accroche au fait que ça parle de ce que j'ai besoin, puis que j'ai pas dans ma vie en ce moment. C'est pour ça que Fait que comment que je peux nourrir ça à petite échelle, petit à petit, tu sais? Ouais. Fait que ça, c'en est un indicateur qui est très clair, parce que, tu sais, l'envie puis la jalousie, on est bien bon pour sentir ça. Tu sais, parce que là, c'est l'ego souvent qui est... Mais là, au lieu de rester sur le plan de l'ego, ben là, vas-y en profondeur, puis dis-toi, OK, ça parle de quel besoin qui est pas nourri chez moi? Ah, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai envie de faire de la musique moi aussi, j'ai envie de... Tu sais, d'avoir une gang moi aussi, tu sais,
Ouais. Puis après, c'est quoi les stratégies? Quand ton besoin est identifié, ben il y a plein de stratégies pour y répondre. C'est ça. Fait que c'est quoi la stratégie? Il y en a plus qu'une. Essaye une, ça marche pas, essaye l'autre. Mais commence par ça, petit à petit. Mais faut que tu fasses des deuils d'affaires qui te nourrissent pas, là. Ouais. De temps que tu prends qui fait pas de sens. Non, c'est ça. T'sais? Je me demandais, est-ce que toi, il y a des livres qui t'ont inspiré, que tu aimerais conseiller aux gens D'un point de vue théâtral, j'inviterais les gens à aller voir Augusto Boal. Là. Ouais. Il a écrit plusieurs livres, donc qui peuvent aller voir ça. D'un point de vue d'éco-psychologie... Ouais, transformation de soi. Éco-psychologie, j'enverrais vers Joanna Massy, qui est une environnementaliste qui a créé l'approche du travail qui relie, dont je m'inspire beaucoup pour Ego Eco. J'inviterais les gens à lire Jean Bédard, qui est notre philosophe écrivain sur la Terre, qui écrit autant des essais philosophiques, il a écrit L'écologie de la conscience, mais il a écrit plusieurs romans aussi, toujours avec une trame écologique très importante. Puis là, lui est en train de finir un peu un roman autobiographique qui va parler des heures décisives dans sa vie. Qu'est-ce qui a fait que c'est quoi les occasions puis les personnes qui ont tracé le chemin, qui l'ont aidé à tracer le chemin au cœur de lui-même. Génial, je vais aller voir ça. Fait que j'invite, il n'est pas encore sorti, mais il est en correction en ce moment, son roman, fait que ça devrait sortir, en tout cas, je sais pas quand, mais dans pas si long. Super. Sinon... Un dernier livre ou non, c'est pas mal. Au niveau artistique, Viewpoint, une approche de composition, d'improvisation instantanée, qui ramène vraiment l'idée du lâcher-prise, puis de l'écoute de l'autre pour laisser émerger, pour se rendre compte que en improvisation, comme dans la vie, j'ai rien à faire, il y a quelque chose de plus grand que moi qui se fait. Fait qu'Isabelle, dis-moi, c'est quoi ton prochaine activité de Ego Eco qui s'en vient? On va être tout l'été à la ferme Sage-Terre au Bic. Alors, vous devez vous inscrire. On a comme 7 différentes retraites pendant l'été. Ça passe d'une retraite où on va mettre de l'avant plus l'écriture, une autre le mouvement, une autre la création artistique, une sur le vivre autrement du rêve à la réalité, une sur l'imaginaire, mais toujours avec les mêmes grandes lignes que je vous ai exprimées dans ce podcast-là. Parfait. Et vous pouvez trouver la programmation détaillée sur www.egoeco.ca. Ok, puis on peut te retrouver sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi, Ego Eco, vous allez trouver. Génial. Merci infiniment. Gratitude pour ton temps de ce long podcast, tellement inspirant. Ouais. Merci vraiment Isabelle. Ça m'a vraiment fait plaisir. Cool. J'espère que les gens vont pouvoir cheminer vers leurs dons, leur plein potentiel, puis j'espère que de plus en plus de monde contribue au changement dont on a besoin, à cette grande transition qui est à faire pour le monde, pour la vie humaine sur Terre. Donc, on a besoin de vous. On est parti pour là. On est... Go, 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 tout le monde. Yes, on a besoin de tout le monde. On remet tout en question. Yes, merci Isabelle. Salut. Merci à toi d'avoir écouté ce premier épisode de Viens réinventer le monde. J'espère que ça t'a plu, que tu ressors de là inspiré avec plein de belles idées. Si tu as aimé écouter ce podcast et que tu as envie de soutenir ce projet et de m'encourager, n'hésite pas à le diffuser autour de toi et à le partager, ça m'aide énormément. Il y a plusieurs plateformes où tu peux partager, t'abonner. Je suis sur Facebook, La Petite Réinventerie. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et je poste aussi des articles sur mon blog, La Petite Réinventerie. Et je mets aussi les podcasts en ligne sur le blog. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Je vais sortir à peu près un épisode par semaine avec des invités complètement différents, des thèmes surprises. On va s'amuser, on va jaser, on va remettre en question et on va s'inspirer grave. Donc je te dis à très bientôt pour le prochain épisode la semaine prochaine. Salut!